Bonjour, mesdames et messieurs, chers invités à ce séminaire. Je suis heureux de vous retrouver à ce séminaire de l'ASPAT. Et désolé pour le retard, il y a eu quelques soucis techniques. Le LASPAT est le laboratoire d'analyse de société et pouvoir Afrique Diaspora affilié à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et il a pour objectif de mener des réflexions scientifiques et publiques sur les grands enjeux contemporains afin d'identifier des solutions concrètes adaptées aux réalités africaines. Et je me nomme Abissi Meza, je suis étudiant en Master 2 en énergie renouvelable et efficacité énergétique à l'École polytechnique de Thiès. Et je travaille précisément sur des solutions énergétiques pour une meilleure intégration de la mobilité verte. Euh, Parmi les axes que le laboratoire LASPAT explore, nous avons aussi l'énergie aujourd'hui qui occupe une place absolument centrale dans nos sociétés. Et ce matin, nous allons nous concentrer sur l'un des secteurs de l'énergie, c'est le transport. Et ce domaine, le sous-secteur des transports, occupe une part non négligeable dans la pollution de l'environnement, environ 16% au niveau national, dont 95% des pollutions émanent des transports routiers. Non, ceci sans compter les particules fines émises dans l'air et aussi le réchauffement direct de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que ce secteur est jonché des moteurs à combustion interne. Ces moteurs contribuent, ils dissipent la chaleur. Plus de 70% de l'énergie est dissipée en chaleur, c'est ce qui contribue aussi au réchauffement climatique. Nous avons aussi la nuisance sonore dans les grandes villes quand les moteurs thermiques font beaucoup de bruit et ce qui a un impact sur la biodiversité. Le Sénégal, à travers des actions concrètes, incluant le premier BRT, le bus rapide transit 100% électrique d'Afrique de l'Ouest, et le train express régional TER qui est en cours aussi de déploiement, et un projet d'acquisition de plus de 37 000 véhicules électriques d'ici 2030 mène des efforts pour réduire considérablement les émissions du secteur des transports. Cependant, pour atteindre cet objectif, il est primordial de renforcer nos infrastructures énergétiques et de trouver des solutions énergétiques adéquates, des sources d'énergie adéquates pour la production de l'énergie. C'est précisément la réflexion que nous allons mener aujourd'hui. Comment construire une souveraineté énergétique capable de soutenir durablement l'intégration de la mobilité verte dans le contexte sénégalais? Pour nous accompagner dans cette réflexion, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur El Hadji Mbaye Ndaye. Il est docteur en physique appliquée, chercheur en énergie, en physique appliquée et il est également chercheur dans les énergies renouvelables. Le docteur Ndaye contribue à travers la science et la technologie avancée à l'amélioration des performances énergétiques des batteries lithium-ion et de l'hydrogène vert. Bonjour, docteur Ndaye. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous me recevez? Non, ils viennent se déconnecter, il me semble. Ok, bon, il va nous rejoindre. Euh, Nous allons maintenant euh, l'inviter à prendre la parole pour pouvoir nous entretenir sur ce sujet pendant 45 minutes, après quoi nous aurons l'opportunité
poser des questions, apporter nos contributions pour pouvoir répondre aussi à cette question primordiale. Donc, docteur Ndaye, nous allons vous donner la parole. Est-ce que vous me recevez? Désolé, hein, c'est un problème de connexion que j'ai. La Et avec coupure, ouais. alors, merci beaucoup pour avoir répondu à cette invitation. Donc, comme je le disais, le docteur Ndaye est, il est spécialiste en physique appliquée. Il est chercheur en énergie renouvelable. Il est docteur en physique appliquée. Donc, le docteur Ndaye contribue à travers la science et la technologie avancée à l'amélioration des performances énergétiques des batteries lithium-ion et de l'hydrogène vert. Donc, je vous remercie d'avoir répondu à cette invitation. Merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu à cette invitation. Bonjour, docteur Ndaye. Oui, bonjour, je vous reçois. D'accord. Ouais. Là, sans plus tarder, nous allons vous donner la parole et pour que vous puissiez nous entretenir sur ce sujet des solutions adaptées, des solutions les mieux adaptées pour euh, que nous ayons une énergie propre afin de pouvoir alimenter nos véhicules électriques et d'autres systèmes de mobilité durable. Donc, vous aurez la parole pour 45 minutes, après quoi nous aurons l'occasion d'ouvrir le débat pour que les participants puissent également contribuer et poser des questions. Donc, vous avez la parole. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Meza. Merci beaucoup également à toute l'équipe de l'ASPAT pour m'avoir invité à ce séminaire qui vient à son heure, disons. Et je vous remercie vraiment de votre présence aujourd'hui à ce séminaire crucial sur la souveraineté énergétique et la mobilité verte au Sénégal. Nous nous réunissons à un moment décisif où vraiment les enjeux de transition énergétique, d'indépendance économique et de durabilité environnementale convergent pour redéfinir l'avenir de notre nation. Et le Sénégal vraiment fait face à une triple réalité aujourd'hui. D'une part, une dépendance énergétique criante envers les importations fossiles qui grèvent notre balance commerciale. D'autre part, la découverte de ressources pétrolières et gazières qui offrent une fenêtre d'opportunité. Et enfin, une mobilité urbaine chaotique, disons-le, qui pollue nos villes et grève la productivité nationale. Et ce triptyque nous impose une réflexion stratégique. Comment transformer ces défis en levier de souveraineté énergétique tout en intégrant vraiment une mobilité verte durable? Et c'est vraiment à ces questions que nous répondrons dans les débats qui vont suivre. Alors, je vais commencer par partager mon écran pour la présentation que nous avons l'honneur aujourd'hui de diriger sur la thématique souveraineté énergétique au Sénégal. Quelles solutions énergétiques pour une meilleure intégration de la mobilité verte au Sénégal, au contexte sénégalais? Et donc, le plan de cette présentation va se dérouler ainsi. On va naturellement commencer par vraiment parler du contexte énergétique mondial et africain, vraiment contextualiser notre présentation. Ensuite, du profil et potentiel énergétique du Sénégal, faire l'état des lieux de la mobilité au Sénégal, parler aussi de la mobilité verte, donc en termes de définition et solutions, de la feuille de route et des recommandations stratégiques, et enfin parler du financement, des défis et des opportunités pour terminer par une conclusion et des discussions. Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le contexte planétaire dans lequel nous opérons
s'accélère. La température mondiale a déjà augmenté de 1,2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle et nous courons le risque de dépasser le seuil critique de 1,5 degrés Celsius. Donc vraiment, les rapports du GIEC sont en train aujourd'hui d'informer sur cela. Et face à cette urgence, la communauté internationale s'est mobilisée. Et parallèlement, les investissements dans les énergies renouvelables ont atteint vraiment aujourd'hui 2500 milliards de dollars. Donc là, c'était plutôt en 2023. Donc avec une part vraiment de 1% des renouvelables dans l'électricité mondiale. Et cela montre une tendance lourde. Le monde se décarbonise progressivement. Et ceux qui prendront du retard subiront des coûts de transition accélérée. Et au niveau africain, l'agenda 2063 de l'Union africaine projette une Afrique prospère basée sur la croissance inclusive, mais également les dernières décisions aujourd'hui de la COP28, par exemple, à Dubaï, appellent à tripler les capacités renouvelables d'ici 2030. Et le Sénégal, qui est signataire de ces accords, s'est engagé sur l'initiative à travers, d'abord, c'était avec le plan Sénégal émergent qui est aujourd'hui un peu caduc et on parle de l'agenda de transformation, donc qui visait au début l'accès universel à l'énergie propre en 2025 et ici aujourd'hui on parle de 2030 ou bien de l'horizon 2035 avec un objectif ambitieux qui nous rapproche. Et c'est vraiment dans ce contexte international que s'inscrit notre transition nationale aujourd'hui. Passons maintenant à la réalité énergétique spécifique du Sénégal. Donc aujourd'hui, on a vraiment une population qui avoisine les 18 millions d'habitants, donc selon les derniers chiffres publiés par l'ANSD. Et avec cette population, le Sénégal dispose d'une capacité électrique qui est installée d'environ 2000 watts, 2000 mégawatts, mais le taux d'électricité demeure inégal. Donc 110% au niveau national, mais seulement 48% en milieu rural. Et cette disparité est un défi majeur. C'est-à-dire que la consommation moyenne par habitant est très faible aujourd'hui, donc 260 kWh par an, bien inférieur aux standards mondiaux qui reflètent aujourd'hui les contraintes d'accès et d'équipement. Mais aussi, d'autre part, le mix électrique sénégalais reste hautement carboné. 40% de fioul lourd, 18% de charbon, 15% de gaz naturel, 16% de solaire, 5% d'hydrolien et à peu près 11% d'éolien. Et cela signifie que plus de 73% de notre électricité provient des ressources fossiles. Et plus grave encore, le Sénégal importe plus de 85% de son énergie primaire, malgré la découverte récente de nos ressources naturelles sur le pétrole et le gaz. Et ce qui a des conséquences directes, la facture pétrolière aussi autour de 1200 milliards de francs CFA par an, donc une charge insoutenable pour notre économie. Et si on regarde aujourd'hui le potentiel que le Sénégal a en termes de ressources naturelles, donc heureusement la nature nous a doté d'atouts remarquables. Le Sénégal possède aujourd'hui le deuxième potentiel solaire africain de l'Afrique, le deuxième potentiel solaire de l'Afrique de l'Ouest, avec une irradiation moyenne de 5,8 kWh par mètre carré par jour. D'accord? Qui se partagent dans les différentes régions. Également l'éolien côtier, avec vraiment également un potentiel estimé de plus de 600 MW, particulièrement en offshore. Et en onshore aussi, on a le parc éolien de Taïba. Donc, en termes de potentiel hydroélectrique aussi, on a tout ça. Et plus, avec les découvertes récentes du champ pétrolier de Sangomar, qui est aujourd'hui là, qui a commencé sa production en 2024, tandis que les champs gaziers aujourd'hui, il y a ZTA, il y a Kateranga,
qui ouvre des perspectives nouvelles. Et les États partagés avec la Mauritanie devraient atteindre une capacité de 2,5 millions de tonnes de GNL par an. Et ces revenus estimés à plein régime tourneraient autour de 500 millions de dollars annuels. Et aujourd'hui, l'évolution de cette capacité électrique entre 2010 et 2024 peut être présentée ainsi. Donc, depuis vraiment une décennie, nous constatons une augmentation progressive, hein, si vous regardez bien au niveau de cette figure, une augmentation vraiment progressive de la capacité renouvelable, donc de 20 mégawatts, ce qui est représenté en vert ici, en 2010 à environ 500 mégawatts en 2000, 620 mégawatts en 2024, tandis que la capacité fossile stagne autour de 1000, 1050 mégawatts comme ça. Et cette tendance est claire, mais la transition reste aujourd'hui insuffisante. Alors, cet inventaire des ressources et des potentiels nous amène à une question clé. Comment convertir ces avantages naturels en instruments de souveraineté? Et comment les articuler avec vraiment une mobilité verte qui est inclusive? Et aujourd'hui, dans ce contexte-là que nous sommes en train de vraiment Je pense que il s'est déconnecté. c'est bon? Oui, ça va. Et mode diapo. C'est bon là? Oui, ça va. C'est bon. Voilà. Donc là, on va continuer avec cette partie sur le cadre réglementaire et politique énergétique du Sénégal. On va vraiment parler des principaux textes et stratégies gouvernementales donc, qui encadrent tout cela. Alors, là, je l'ai mis en rouge hein, parce que c'est vraiment une politique qui avait défini beaucoup de choses sur l'énergie et les infrastructures à travers l'accès universel qui a été visé en 2025. Donc là, si vous voyez un statut, j'ai mis entre guillemets pour dire en cours. Ça, c'est le plan Sénégal émergent qui avait défini ça en vraiment plusieurs piliers. Et maintenant, ce qui est un peu d'actualité, c'est la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie, la lettre sectorielle, avec plusieurs réformes et un objectif chiffré aujourd'hui qui est de 30% de pénétration des énergies renouvelables d'ici 2030. Et cette lettre a été révisée en 2023. Alors, il y a également une loi qui existe sur les énergies renouvelables, donc c'est la loi numéro 2010-21, donc qui vraiment établit un cadre juridique pour les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les zones spéciales des énergies renouvelables. Et le statut s'est actif. Il y a également le programme AZER, avec tout ce qui est l'électrification rurale, AZER, Allocation sénégalaise d'électrification rurale, qui est aujourd'hui en cours. Vous savez ce qu'on dit aujourd'hui sur l'actualité à propos d'AZER. Il y a également une politique bas carbone, qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, qui existe aujourd'hui dans beaucoup de pays. Hein. Il y a le code de l'environnement, il y a également une loi qu'on appelle la loi numéro 2019-04 sur le pétrole et le gaz. Donc vraiment, aujourd'hui, il y a un cadre réglementaire et politique énergétique du Sénégal. Mais comme on dit souvent, ce cadre-là peut être flexible aujourd'hui. Donc si c'est un cadre rigide, avec les nouvelles technologies qui arrivent, les nouvelles découvertes, avec l'IA qui arrive, il faut vraiment de temps en temps faire des mises à jour entre guillemets pour vraiment accompagner toute la politique énergétique dans un cadre bien établi. Maintenant, abordons un peu la réalité difficile de notre mobilité urbaine. D'accord. Donc, parlons un peu de l'état des lieux de la mobilité au Sénégal. Le Sénégal compte plus de 900 000 véhicules immatriculés dont la composition est révélatrice. 42% de voitures particulières
11% de minibus, par exemple. Et tout ça, bon, quand on parle de minibus, il faut comprendre qu'il y a les cars rapides, il y a les Diaganyaï, il y a 5% de camions, etc., etc. Donc, tout ceci fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment des défis majeurs qui existent. Donc, aujourd'hui, on parle de congestion chronique à Dakar, donc qui coûte 500 milliards par an. Vraiment un chiffre énorme en termes de productivité perdue. Donc, soit vraiment 4 heures quotidiennes en embouteillage. Et pendant ce temps, la pollution atmosphérique tue. Parce que les concentrations de PM2,5, les particules fines, à Dakar dépassent aujourd'hui 5 fois les normes de l'OMS, ce qui entraîne environ 6 000 décès prématurés chaque année liés à la qualité de l'air. Et quant à la facture énergétique du secteur, le Sénégal importe aujourd'hui 100% de son carburant fossile et consacre 450 milliards de francs CFA annuels à ces importations-là. Donc, ça comptait les subventions de l'État qui frôlent les 400 milliards pour maintenir des prix vraiment artificiellement bas. Et c'est une hémorragie budgétaire. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, le secteur des transports représente 35% de tout cela. Donc, 35% quand même, c'est pas un chiffre qui est négligeable. Donc, en termes Ok. d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est encore beaucoup, 35% de... Oui, docteur Ndaye, on ne vous écoute plus. Ouvrez votre micro. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, c'est bon? C'est bon, ça va. Voilà. Alors, j'étais sur cette partie-là. Donc, le secteur des transports qui représente aujourd'hui 35% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Et en 2024, donc là, je parle de 2024 parce que ce sont les chiffres que j'ai. Donc, nous avions estimé vraiment environ 3600 kilotonnes d'équivalent CO2, donc qui sont dus au transport en croissance. Et la répartition par véhicule est éloquente, donc 38% des voitures particulières, 28% des camions, 20% des minibus et 10% des motos. Et sans politique d'intervention, ces émissions risquent de doubler d'ici l'horizon 2035, vraiment avec la croissance démographique de 3% par an. Et ces chiffres ne sont pas simplement statistiques, ils représentent des vies, de la santé perdue, de la richesse nationale qui s'envolent aussi. Maintenant, face à cette réalité dure, qu'existe-t-il comme solution alternative? C'est la question de la mobilité verte qui nous amène à la partie suivante. Qu'est-ce que la mobilité verte? La mobilité verte repose sur 4 piliers. L'électrification, c'est-à-dire remplacer progressivement les moteurs thermiques par des moteurs électriques alimentés par des énergies renouvelables. L'efficacité énergétique, optimiser les trajets, développer le covoiturage et les transports collectifs décarbonés. Les infrastructures appropriées, réseaux de recharge, voies cyclables, corridors de transport collectif. Et enfin, l'économie circulaire, recycler les batteries, valoriser les matériaux locaux, gérer responsablement la fin de vie des véhicules. Les différentes technologies et leur adéquation au Sénégal. Donc, pour le contexte sénégalais, plusieurs technologies se profilent. Il y a les bus électriques, donc zéro émission locale, mais coût initial très élevé. Alors, les hybrides rechargeables, les PHEV,
comme Toyota RAV4, etc., avec une flexibilité de carburant électrique, un double système entretien. Les hybrides classiques, dont 30% d'économie de carburant sans recharge externe. Les 2-3 roues électriques avec un très faible coût à usage urbain parfait, autonomie de 80 km, les GNV biocarburants, transition avec le gaz, etc. Et notre recommandation prioritaire pour le Sénégal aujourd'hui de 2025 à 2030. Attention, là, ça passe. Donc, il y a 3 phases. La première phase, c'est l'électrification des 2-3 roues et premiers taxis électriques. La deuxième phase, c'est l'électrification des bus de transport collectif. Il y a déjà le BRT qui est là, 100% électrique, mais également les bus de Cademdic peuvent être électrifiés. Et la troisième phase, c'est la généralisation progressive avec transition du reste de la flotte. Donc, il n'y a pas que Dakar Demdik, il y a également les CETUD aujourd'hui avec les Tata, donc qui peuvent également être électrifiés. Docteur Daye, le son est parti. Je ne sais pas si votre micro est toujours ouvert ou c'est un problème de connexion. Le partage est bon. Maintenant, je ne sais pas si vous avez ouvert votre micro. Ouvrez votre micro. C'est bon pour le son. Oui, c'est bon maintenant. Voilà, là j'ai ouvert le micro, je reviens au PowerPoint. Donc là, je disais que si on prend l'exemple d'un taxi urbain à Dakar sur 5 ans, un véhicule à essence coûte 7,5 millions à l'achat et 15,6 millions en carburant. Alors, 7 millions 500 à l'achat, 15 millions 600 000 en termes de carburant. Tandis que si on a un véhicule électrique qui coûte 12 millions, ça sera 4 millions 200 en termes de carburant, donc en termes de recharge. Et l'entretien sur 5 ans, ça sera 4 millions 500 pour le véhicule à essence et 1 million 800 pour le véhicule électrique. L'assurance, c'est la même, donc pour les deux. Les vignettes et taxes également, c'est 750 000, mais il y a une exonération de 50% pour les véhicules électriques. Donc, ce qui fait une économie de 375 000 sur les vignettes, une économie de 2 700 000 sur l'entretien pour les véhicules électriques, une économie de 11 400 000 en termes de carburant sur 5 ans et une économie de 4 500 000. Donc, ça, c'est plutôt pour l'achat initial, donc le véhicule à essence qui coûte moins cher. Maintenant, si on totalise tout ça sur les 5 ans, ça veut dire qu'avec un véhicule électrique, on peut faire une économie de 10 millions de francs CFA, donc sur 5 ans. Parce que là, en termes de dépenses totales, donc pour le véhicule à essence, on a 30 850 000, alors que le véhicule électrique nous revient sur les 5 ans à 20 875 000. Donc vraiment là, une différence spectaculaire qui rend le véhicule électrique économiquement compétitif si le financement initial est résolu. Et ces solutions existent et fonctionnent ailleurs. Avant de détailler comment les déployer, regardons le succès qui existe aujourd'hui en Afrique. Donc, voici un benchmark africain donc, avec initiative de mobilité électrique. Donc, pour montrer un peu le retour d'expérience africaine. Par exemple, au Kenya avec Bazigo, qui a lancé ses premiers bus électriques à Nairobi avec un modèle vraiment d'abonnement qui a bien fonctionné. On est d'accord? Au Rwanda également, il y a Lamson, qui a été pionnière dans les motos électriques avec un système innovant de swap de batteries. Et cette approche a converti aujourd'hui 2000 motos. Au Ghana, il y a Rome électrique
qui opère dans Accra et avec des motos urbaines de 80 km d'autonomie. En Égypte également, il y a un BRT électrique au Caire, comme au Sénégal aujourd'hui, donc le bus rapide transit. Le Maroc, aujourd'hui, avec son tramway 100% électrique à Casablanca depuis 2012, qui est couplé au solaire. Donc là, vous pouvez remarquer ce qu'on peut faire avec les énergies renouvelables. Donc, les initiatives du Maroc, c'est une bonne leçon. Et l'Éthiopie a mis une fiscalité très incitative, exonération douanière sur les véhicules électriques, et ce qui a entraîné une hausse de 300% des importations des véhicules électriques. Et vraiment, pour chaque cas, il y a une leçon pour le Sénégal. Donc, pour le Kenya, il y a vraiment une leçon sur le modèle d'abonnement adapté. Pour le Rwanda, il y a une leçon sur le réseau swap de clés. Il y a une leçon de formation de conducteurs pour le cas du Ghana, l'Égypte, le financement IFI critique, le Maroc, l'énergie solaire couplée, l'Afrique du Sud également avec les taxis EVS de Johannesburg, la résistance syndicale à zérer. Ça, c'est important. Au Sénégal, vraiment, il faut zérer la résistance syndicale. Et en Éthiopie, avec l'exonération fiscale. Et la leçon universelle aujourd'hui, c'est que la mobilité verte fonctionne quand l'État crée les conditions, la fiscalité, l'infrastructure, le financement. Elle laisse le secteur privé innovant s'adapter aux contextes locaux. Ça, c'est important de le dire. Maintenant, voyons un peu les priorités d'action pour le Sénégal. Alors, pour la priorité 1, qui concerne l'électrification des 2 et 3 roues, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'avais énoncé. Alors, aujourd'hui, si on prend un exemple avec 310 000 motos au Sénégal, c'est la cible la plus efficace et rapide. Les motos électriques coûtent aujourd'hui entre 700 000 à 1 700 000 à l'achat et offrent 80 km d'autonomie. Et les coûts de recharge sont estimés à 600 francs CFA par 100 km, soit 80% moins cher que l'essence. Le retour sur investissement se fait en 2 à 3 ans pour les livreurs. Plusieurs acteurs sont déjà présents aujourd'hui. Spiro, qui est au Togo et au Bénin, Rome Électrique, comme je l'ai cité tout à l'heure au Rwanda, et des startups sénégalaises émergentes. Et le modèle recommandé, station de swap batterie, donc avec vraiment des essences rapides en moins de 3 minutes, plutôt que des recharges longues. Et cela a fait ses preuves au Rwanda et permet aujourd'hui une adaptation massive. Et la priorité 2, avec les bus électriques et le transport en commun aujourd'hui qui a déjà porté ses fruits, disons, avec le BRT, donc lancé en septembre 2024 et qui est opérationnel aujourd'hui avec vraiment 109 bus articulés, donc pour l'instant diesel, mais qui court 18 km et transportant 300 000 passagers par jour. Et ça, c'est un succès d'exécution. Mais là réside l'opportunité immédiate, transformer la phase 2 du BRT en 100%, en 100% électrique à partir de 2027. Et ça, c'est important. Quand on a une flotte comme ça, il faut vraiment saisir, je pense, toutes les opportunités. Maintenant, comparons les émissions CO2 par passager kilomètre. Donc, un car rapide diesel avec 185 grammes, un minibus avec 145, le BRT diesel actuel 112 grammes et un bus hybride. Docteur, on ne vous écoute plus. Le son est parti. L'écran est bien partagé. Alors, ici, ce que je veux dire sur cette priorité sur l'infrastructure de recharge, que j'appelle priorité 3, c'est qu'il n'y a pas de mobilité verte sans infrastructure. Et ici, l'approche recommandée, c'est quoi? Donc, c'est en 3 phases. Une première phase vraiment
donc où on a 50 bornes ici lentes. Donc, on peut scinder, si vous voulez, en une année. Donc, entre 3,7 et 7,4 kW dans les parkings ministériels, hôpitaux, vraiment dans les parkings, en tout cas, publics, avec des stations de swap moto à Dakar, comme si on peut cibler dans certaines, par exemple, dans certaines localités de Dakar, comme Grande Dakar, Parcelles Guédiawaye. La phase 2, donc avec 200 bornes semi-rapides dans les centres commerciaux et les zones industrielles, donc avec des stations DC rapides, donc entre 50 et 150 kilowatts sur les routes principales. Et la phase 3, donc sur 1000 km de corridors de recharge nationaux, intégration smart grid plus solaire. Et ces coûts après varient. Donc une borne assez lente, par exemple, coûte moins de 300 000 francs CFA, une semi-rapide entre 300 000 à 600 000. Une station DC rapide demande un investissement qui est supérieur aujourd'hui à 6 millions de francs CFA. Mais ce sont des investissements créateurs de valeur à long terme. Et l'infrastructure de recharge dépend étroitement de la disponibilité d'électricité fiable. C'est ici qu'intervient le stockage d'énergie et plus largement le couplage entre énergie. Next, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour cette partie sur le stockage, les technologies de stockage disponibles aujourd'hui avec le lithium-ion, donc vraiment avec une certaine maturité, une haute densité énergétique recyclable et un coût qui varie environ entre 150 et 200 dollars le kilowattheure. Et la tendance est baissière aujourd'hui, donc avec vraiment 60 dollars le kilowattheure qui est estimé en 2030. Il y a également la technologie LFP, donc fer phosphate, sécurisée, longue durée de vie entre 15 et 20 ans, qui est moins chère que la technologie lithium. Donc, ça, c'est environ 100 à 130 dollars le kilowattheure. La technologie plomb acide améliorée, qui est très économique, entre 50 et 80 kilowattheures dollars le kilowattheure, mais avec une densité énergétique beaucoup plus faible, mais qui est également adaptée au mini-grid. Alors là, les pompes hydrauliques qu'on appelle les STEP également sont présents. L'hydrogène vert aujourd'hui qui émerge, qui est coûteux, mais qui émerge. D'accord. Alors quand on parle d'hydrogène vert, parce qu'il y a plusieurs types d'hydrogène, donc c'est l'hydrogène qui est produit vraiment à partir d'une source renouvelable. D'accord, donc par hydrolyse de l'eau. Donc ici, la source électrique, c'est vraiment une source renouvelable, pas une source conventionnelle comme si on a une centrale thermique, mais une source renouvelable. Et le synergisme clé dans tout ça, c'est qu'il y a solaire plus recharge de véhicules électriques. Et les stations solaires off-grid aujourd'hui permettent la recharge rurale sans connexion réseau. Mais le gaz local plus le gaz naturel, le ZNV, donc le gaz sénégalais avec ZTA, qui alimente des camions ZNV en transition vers l'hydrogène. L'hydroélectrique de l'OMVS, donc plus les rails. L'énergie hydroélectrique partagée peut alimenter des trains régionaux décarbonés. Donc, ce sont des expériences aujourd'hui qui existent ailleurs. D'accord? Alors, vous pouvez aller à la prochaine diapositive. Voilà. Donc, je parle de là pour la synergie claire. Et aujourd'hui, il y a l'énergie hydroélectrique partagée qui peut alimenter des trains régionaux décarbonés. L'éolien offshore, qu'on n'a pas encore commencé à exploiter. Au Sénégal, il y a l'éolien onshore à Taïba, donc l'éolien en terre, avec le parc de Taïba, environ 158,7 à 159 MW. Donc, l'éolien, le potentiel éolien côtier qui n'est pas encore aujourd'hui exploité, qui est supérieur à 600 MW, peut alimenter les dépôts de bus électriques de Dakar, par exemple. Et cet objectif chiffré de 30% de l'électricité consommée par les véhicules électriques au Sénégal, d'origine solaire et éolienne d'ici 2030,
montant à 80% d'ici 2040. Maintenant, on va parler un peu de financement, donc des défis et des opportunités. Alors, les sources de financement mobilisables, le Sénégal n'est pas seul, vous savez. Plusieurs canaux de financement sont ouverts. Il y a les fonds verts climat aujourd'hui, les FVC, avec plus de 50 millions de dollars de potentiel pour les énergies renouvelables et les adaptations. L'accès via le MED. Souvent, il y a certains qui, par exemple, critiquent les énergies renouvelables. Pourquoi le Sénégal essaie d'adopter des énergies renouvelables alors que nous, on n'a pas vraiment encore une mainmise sur notre production électrique. Il faut utiliser le thermique, etc. C'est qu'il faut aussi penser à viser ces fonds-là. Donc, qui sont des fonds aujourd'hui énormes. Oui, docteur, on ne vous reçoit plus. Le son est parti. Désolé encore pour cette interruption. Je parlais des fonds qui existent aujourd'hui, donc le fonds pétrolier sénégalais, avec les revenus des ETA et Sangomar, qui doivent financer la transition verte. Alors là, on parle souvent de paradoxe, utiliser les fonds issus des énergies conventionnelles pour financer la transition énergétique, mais c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est stratégique. C'est pas paradoxal, mais c'est plutôt stratégique. Il y a également le financement carbone avec les crédits carbone, et le blended finance également avec les partenariats publics-privés et des défis à surmonter aujourd'hui. Donc, next. Alors, là, malgré ces opportunités, plusieurs obstacles demeurent aujourd'hui. Donc, il y a le coût initial qui est élevé, la fiabilité du réseau électrique, les compétences techniques limitées, les résistances au changement, la chaîne d'approvisionnement, mais également la bancabilité des projets. Et tout ceci fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs scénarios qui sont là et qu'il y a vraiment une feuille de route en termes de mobilité verte qui peut être tracée. Donc, une feuille de route 2025-2035 avec ces trois phases-là. Et ça, c'est important à signaler parce que cette feuille de route, c'est pas tout simplement une politique visant aujourd'hui à... Oui, docteur, votre son est parti. On ne vous reçoit plus. Allô, vous recevez? Oui, docteur, nous vous Oui, entendons. maintenant c'est bon, c'est bon. Ouais. Je vais aller à la partie, là, je vais aller un peu plus rapide, là, impact économique et social. Euh, voilà. Alors, désolé encore, hein. Alors, pour cette partie, donc là, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que la mobilité verte n'est pas une charge, c'est une opportunité économique. Donc, entre 5 000 à 15 000 emplois directs, par exemple, installation et maintenance de bornes de recharge, formation de 3 000 mécaniciens sur les véhicules électriques d'ici 2030. Ça, c'est vraiment une base de compétences locales. L'opérateur de stations swap moto et une nouvelle industrie créée de zéro. Conducteur de bus électriques BRT, économie de devises, donc la réduction d'importation carburant qui peut être estimée à environ 20% d'ici 2030, soit plus de 100 milliards de francs CFA annuels, et une moyenne de dépendance aux cours mondiaux du pétrole, la stabilité budgétaire accrue. Et les bénéfices pour les ménages, aujourd'hui, un conducteur de moto électrique peut économiser jusqu'à 150 000 francs CFA par an en carburant. Et une famille avec un véhicule électrique réduit sa dépense énergétique de 40%. La baisse également du coût des transports en commun.
quand le réseau s'électrifie. Coût opérationnel, moins 60% pour un bus électrique. Donc, il y a également les bénéfices sanitaires en termes de santé publique, avec vraiment une réduction estimée de 30% des maladies respiratoires liées au transport, la réduction du bruit urbain de 8 à 15 décibels et moins de décès prématurés liés à la pollution. Donc, réduction vraiment significative des décès annuels. Et les réformes réglementaires qui peuvent être effectuées aujourd'hui. Donc, tout ça, pour que cette transition se réalise, le gouvernement doit agir sur plusieurs fronts. Donc, en termes aujourd'hui de fiscalité et de douane, donc faire des exonérations TVA sur les véhicules électriques et les composants, par exemple sur 10 ans, comme je l'ai annoncé tout à l'heure avec la loi numéro 2010-21. Donc, sur les énergies renouvelables, vraiment, il y a des exonérations. Faire des tarifs préférentiels pour la recharge nocturne, une suppression des droits de douane sur les batteries et les chargeurs, etc., etc., et même aller jusqu'à la prime à la conversion, donc pour les cars rapides obsolètes. Aujourd'hui, on voit que, par exemple, si on veut remplacer la flotte des véhicules 7 places aujourd'hui, donc il y a vraiment une résistance syndicale qui est là. Donc là, il y a vraiment des leçons à apprendre par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, sur l'expérience, le retour d'expérience africain aujourd'hui qui est énoncé. Et donc, il y a les défis à surmonter pour la transition vers la mobilité verte. Donc, vous pouvez aller à la prochaine diapositive sur les défis. Il y a ce qu'on appelle le coût initial élevé. Donc, les véhicules électriques coûtent aujourd'hui 1,5 à 2 fois plus cher à l'achat que leur équivalent thermique, limitant vraiment l'accès pour les ménages à revenus modestes. Il y a la fiabilité du réseau électrique. Je reviens un peu sur le coût initial. J'ai eu à discuter avec quelqu'un comme ça à Lyon. Donc, il est gestionnaire de parc immobilier. Il m'a fait savoir que même aujourd'hui, avec les véhicules thermiques qu'ils ont, la mairie, donc la mairie de Lyon. On ne vous entend plus, docteur Ndaï. S'il vous plaît, on ne vous entend plus. Sorry again. Vous pouvez aller à la diapositive projet concret à initier immédiatement. Donc ça, je vais essayer de conclure. Pour continuer un peu ce poème-là. Alors ici, donc, là, il s'agit des quick wins. Donc les projets concrets à initier immédiatement et vraiment ne pas attendre la perfection. Donc voici 4 projets à lancer immédiatement, disons peut-être avant fin 2026. Donc là, c'est vraiment des chiffres que j'ai donnés comme ça, donc juste de manière imaginaire. J'ai pas trop réfléchi à ces chiffres-là, mais c'est juste une cartographie que j'essaie de faire. Alors, le premier, c'est vraiment pilote moto électrique Dakar, donc vraiment avec ce cible-là de 100 motos électriques, plus 5 stations soit pour livreurs et taxi à Jakarta, Dakar. J'ai donné un budget estimatif de 500 millions de francs CFA pour une durée de 12 mois. Et comme je l'ai dit, donc c'est juste un budget estimatif que j'ai donné sans trop réfléchir. Et ce qui est important ici pour moi, c'est le résultat après. Donc l'apprentissage rapide, la visibilité massive, le passage à l'échelle fondée sur des données réelles. Alors, aujourd'hui, on a quand même cette problématique-là sur les données. Parce que sans les données, vraiment, on ne peut pas faire une étude fiable et faire des projections, faire des prévisions. Alors, le deuxième, c'est vraiment la flotte électrique que j'appelle Mairie Dakar, donc avec 20 véhicules électriques. Donc, pour le service municipal,
10 bornes au siège, budget estimatif de 1,2 milliard pour une durée de 18 mois. Et le résultat ici, c'est vraiment un démonstrateur public visible, normes de travail éprouvées, réduction des émissions municipales. Nous, on avait initié un projet que l'on devrait faire au Maroc. Malheureusement, après, il y avait un problème de financement, un projet qui s'appelle LIP, où vraiment on devait parvenir à un démonstrateur. Donc là-bas, ils sont vraiment sur un projet d'une nouvelle ville vraiment verte au Maroc, où on devait faire un démonstrateur qui était un peu plus moderne. Et également, les centres de formation avec des modules certifiants de 6 mois pour techniciens. Alors, je vais peut-être un peu rebondir sur cet aspect centre de formation. Sans la formation, rien n'est assuré. Le pays n'a pas d'avenir. En France, par exemple, moi, j'ai eu la chance d'être dans un labo où c'est un labo de transport, donc de modélisation des transports, tout ce qui est transport, tout ce qui est trafic. Il y a des gens qui font des thèses sur ça, des moments de master sur ça. Donc, tout ça là, c'est vraiment des études approfondies qui méritent. Donc, il y a des thèses, des postdocs et tout ça, des ingénieurs de recherche qui travaillent uniquement sur ça. Ils ont développé pas mal de logiciels. Donc, les logiciels que je ne sais pas si vous avez entendu parler de VSLib, etc. On a développé dans notre labo et d'autres logiciels uniquement pour le trafic, pour la modélisation des trafics. Ils ont des véhicules pilotes aujourd'hui pour tester tout ce qu'ils peuvent faire dans ce domaine. Donc, aujourd'hui, ils sont vraiment très en avance dans tout ça. Donc, vraiment, la formation, c'est primordial. Et pas tout simplement la formation accélérée de quelques mois, mais une formation très sérieuse avec une recherche scientifique rigoureuse. Et ça c'est pas la même chose que des formations accélérées qu'on vous fait souvent, des formations avec des séminaires d'une semaine, etc. Ça, c'est juste un renforcement des capacités. Mais avant de renforcer, il faut déjà que la capacité soit là pour que l'on puisse la renforcer. Et la plateforme numérique de recharge également, avec l'application mobile pour localiser les bornes, réserver, payer, recharge et standard d'interopérable. Tout ça, comme je vous le dis, ça existe déjà. Ça existe, mais pas encore dans notre cher pays. Donc, l'étude nationale cartographie, énergie renouvelable, mobilité également, ceci doit être fait. D'accord. Next, s'il vous plaît, pour conclure. Alors, mesdames et messieurs, nous avons vraiment traversé ensemble un diagnostic complet et des solutions concrètes pour la souveraineté énergétique et la mobilité verte du Sénégal. Malheureusement, avec les interruptions, ce n'était pas très fluide. Ce sont les aléas. Je suis en déplacement aujourd'hui, donc c'est un peu compliqué. Alors, si nous récapitulons les messages clairs, la transition énergétique, c'est vraiment une nécessité absolue, mais non une option. Et face aux défis climatiques et à la dépendance fossile de 85% de nos importations, le Sénégal n'a pas le choix de rester passif. Les hydrocarbures doivent financer la transition, pas la perpétuer. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de ce que les gens appellent souvent paradoxe, d'utiliser les fonds issus du pétrole pour financer la transition énergétique. C'est pas un paradoxe, mais c'est plutôt une stratégie. Les revenus du GTA et de Sangomar doivent être orientés stratégiquement vers les renouvelables. La mobilité verte et l'infrastructure électrique, c'est notre fenêtre d'opportunité historique. La mobilité verte est une opportunité économique, comme on l'a dit tout au long de la présentation, mais pas une contrainte. Et les emplois créés, les économies de carburant et les gains sanitaires dépassent largement les coûts de transition.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 600 milliards de francs CFA d'économie annuelle d'ici 2035 et 30 000 emplois verts. Et le solaire sénégalais. Le solaire sénégalais est le pilier naturel d'une électrification verte. Avec 4,5 à 6,5 kWh par mètre carré par jour selon la région, notre potentiel est quasiment inépuisable. Il doit alimenter prioritairement les véhicules électriques et le transport collectif. Et le succès requiert une coalition mobilisée. État, collectivités, secteur privé innovant, bailleurs internationaux, société civile et citoyens. Et vraiment, chacun a un rôle et ensemble, c'est possible. Mesdames et messieurs, le Sénégal a le soleil, le Sénégal a le vent, le Sénégal a le gaz, le Sénégal a le pétrole. Mais la vraie question est, avons-nous la maîtrise totale de notre système énergétique? La souveraineté énergétique ne consiste pas uniquement à produire de l'électricité, elle consiste à décider, optimiser, anticiper. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut permettre au Sénégal de prévoir sa production solaire avec précision, d'optimiser son stockage stratégique, de stabiliser automatiquement son réseau, de réduire le coût du kilowattheure, de diminuer sa dépendance énergétique. Nous avons des infrastructures majeures comme le solaire aujourd'hui avec plusieurs centrales, mais également le parc éolien de Taïba. Et la prochaine étape n'est pas seulement d'installer plus de centrales ou bien d'être beaucoup plus orienté dans ce que nous appelons la mobilité verte. Je lance ici un appel, créons un programme national IA et énergie, mobilité verte. Et faisons du Sénégal un leader africain de l'énergie intelligente et de la mobilité verte. La souveraineté énergétique du XXIe siècle sera algorithmique. Ne la subissons pas, construisons-la. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Alors, merci beaucoup, Dr. Ndaye, pour cette présentation. Et particulièrement, moi, j'ai vu beaucoup d'informations dans cette présentation et des informations assez très pertinentes et aussi des solutions adaptées à notre contexte. Et je vois que beaucoup d'efforts doivent être menés dans ce domaine-là pour y arriver. Et cela démontre la qualité du travail qui a été abattu derrière. C'est un fichier, une très bonne présentation. Et malheureusement, à cause des imperfections, la connexion nous a un peu joué beaucoup de tours. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je m'en vais donner la parole au docteur Sall pour son intervention. Merci, Medza. Merci au professeur Ndiaye pour cette présentation. Donc, docteur Amadou Siré-Sall, je suis le directeur scientifique au niveau du LASPAD en charge de l'axe politique technologique et souveraineté dans lequel s'inscrit ce séminaire. Donc déjà, je tenais au nom du LASPAD à vous remercier pour votre présence et d'avoir accepté de conduire ce séminaire, donc qui finalement avait beaucoup d'informations, n'eût été les problèmes techniques que nous avons rencontrés et qui justement ont un peu bouleversé l'agenda de ce séminaire, car malheureusement nous arrivons déjà au terme de ce séminaire. Mais nous tenions quand même à vous remercier et je pense que dans un autre cadre, nous envisageons vraiment de poursuivre les échanges avec vous, Monsieur Dr Ndiaye, parce que nous pensons que c'est vraiment un sujet d'actualité et de priorité d'ordre une ici au Sénégal de tout ce qui est souveraineté énergétique. Donc clairement, je pense que nous essaierons de voir ça avec vous afin d'aller beaucoup plus en profondeur par rapport aux solutions à mettre en place pour aller justement vers cette souveraineté. Nous menons beaucoup de travaux par rapport à ça, surtout que c'est un secteur qui est transversal par rapport aux autres axes de recherche sur lesquels nous travaillons, notamment l'industrialisation, par exemple, ou bien le développement des infrastructures.
tout passe par des systèmes que l'on dit aujourd'hui décarbonés. Donc, c'est très important. Donc, nous serons certainement amenés à nous rapprocher de vous pour essayer de poursuivre la réflexion et les échanges. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour la disponibilité et pour la qualité des échanges. Et nous saurons, je pense, compter sur sur le partage justement du document pour que nous puissions aussi l'exploiter de notre côté. Merci encore, hein, merci et Juma Mubarak à tous. Mais ça, je vous laisse conclure. Merci beaucoup, docteur Sall. Merci infiniment. Merci aussi au docteur Ndaye qui a abattu un travail de qualité et aussi un document assez plein d'informations. Donc, comme le docteur Sall a dit, nous resterons en contact pour pousser des réflexions sur le sujet. Donc, je remercie également le LASPAT pour l'organisation de ce séminaire, ainsi que l'ensemble de tous les participants. Et encore une fois, désolé pour les désagréments, les problèmes de connexion que nous avions eus. Donc, nous vous tiendrons informés pour les prochains séminaires qui auront. Donc, merci beaucoup.